sommes le jeudi 7 août, il est 18h ici à Paris, vous écoutez bien Radio France Internationale, 19h à Jérusalem. Le journal en français facile. Diane Berger. Le gouvernement israélien veut prendre le contrôle de Gaza, mais pas pour diriger l'enclave palestinienne. Benjamin Netanyahou vient de le déclarer à la télévision américaine. Le Premier ministre est censé réunir dans les heures qui viennent son cabinet pour décider de la suite des opérations militaires. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer dans les jours qui viennent. Les présidents américains et russes discuteront ensemble du sort de l'Ukraine, mais sans le premier concerné, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis en France, le Conseil constitutionnel se penche aujourd'hui sur la loi du plomb. On va savoir assez vite si la juridiction veut la censurer, c'est-à-dire supprimer tout ou des parties du texte. On reviendra avec Pauline Glaise sur les points qui fâchent dans cette loi qui concerne l'agriculture française. Que compte faire Benjamin Netanyahou avec Gaza? Dans une interview donnée à la chaîne télévisée américaine Fox News, diffusée aujourd'hui, le Premier ministre israélien assure qu'il ne veut ni gouverner ni garder le territoire palestinien, mais il veut mettre en place un périmètre de sécurité sur place. Le dirigeant israélien Benjamin Netanyahou devrait réunir son cabinet en fin de journée aujourd'hui pour décider des suites de la guerre. C'est en tout cas ce qu'évoque la presse israélienne. Bonsoir Alice Froussard. Bonsoir. Alice, quel est réellement l'enjeu de cette réunion? Peut-elle faire évoluer les choses? Eh bien, pour le moment, il est encore tôt pour le dire, mais c'est l'extension des opérations militaires de l'armée israélienne dans la bande de Gaza qui semble s'annoncer. En début de semaine, Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, avait réaffirmé les objectifs de guerre de son gouvernement. Vaincre totalement, je cite, l'ennemi à Gaza, libérer tous nos otages et s'assurer que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. En d'autres termes, celui que l'on surnomme Bibi plaide, c'est-à-dire qu'il veut, une occupation totale de l'enclave côtière assiégée, affamée, déjà ravagée par 22 mois d'une guerre que les Palestiniens qualifient de génocidaire. Mais la principale organisation représentant les familles d'otages israéliens s'y oppose, avec un argument: une intensification des combats signifierait un sacrifice des personnes encore présentes dans la bande de Gaza. Pour les Gazaouis, cette occupation totale, c'est surtout plus de destruction, plus de morts, plus de blessés, plus de famine, plus de malnutrition. Quand ce cauchemar se terminera-t-il? Implorent des Palestiniens contactés par message qui craignent avant tout une chose: reprendre le bal des déplacements sans aucune certitude de trouver un endroit sécurisé où se réfugier. Alice Froussard évoquant Gaza où la situation humanitaire est toujours dramatique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait le calcul. Depuis le début de l'année 2025, 99 Gazaouis sont morts de malnutrition, du manque de nourriture. Parmi eux, 29 enfants de moins de 5 ans. Le chef de l'OMS précise aussi que ce chiffre est probablement sous-estimé. Il y a sans doute bien plus de cas en réalité, des cas que l'organisation n'a pas pu vérifier. Une annonce pourrait attiser les tensions, les rendre encore plus fortes. Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich annonce qu'une colonie israélienne va être reconstruite dans le nord de la Cisjordanie occupée. La colonie de Sanour, elle avait été évacuée en 2005 à la demande du gouvernement israélien d'alors. L'autorité palestinienne dénonce en réponse la confiscation des terres des citoyens palestiniens. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer. Le Kremlin l'a annoncé ce matin. La réunion est prévue dans les prochains jours. Elle pourrait avoir lieu aux Émirats arabes unis, une sorte de terrain neutre pour les présidents américains et russes. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, demande lui aussi à rencontrer Vladimir Poutine en face à face pour pouvoir négocier un cessez-le-feu dans son pays.
Mais le Kremlin refuse. D'après la Russie, les conditions ne sont pas réunies. Qu'attendre alors d'une rencontre Trump-Poutine sans le président ukrainien? Écoutez la réponse de Florent Parmentier du Centre de recherche politique de Sciences Po et chercheur auprès de l'Institut Jacques Delors. On peut penser, parce que la Russie a avancé, que Donald Trump va imposer des conditions à l'Ukraine qui seront probablement plus difficiles que ce que les Ukrainiens souhaiteraient. La question est, est-ce que ce sera acceptable? Et surtout, si Donald Trump souhaite vraiment mettre un terme au conflit, quitte en quelque sorte à le faire au détriment des intérêts ukrainiens, est-ce que Volodymyr Zelensky serait l'interlocuteur le mieux placé pour faire valoir les conditions drastiques qui seraient imposées par la Russie, mais confirmées par Donald Trump? Probablement pas. Et donc la question d'un éventuel remplacement ou de la suite du processus politique en Ukraine fait nécessairement partie des questions et des échanges entre les États-Unis et la Russie aujourd'hui. Florent Parmentier, chercheur à Sciences Po, il était l'invité de Clotilde Dumais dans RFI Midi. La Suisse veut continuer à négocier avec les États-Unis. Après le voyage en urgence de la présidente du pays à Washington plus tôt cette semaine, les autorités suisses se disent déterminées. Leur objectif est de faire diminuer les droits de douane imposés aux produits suisses quand ils arrivent aux États-Unis. La surtaxe est désormais de 39%. Un coup dur pour le pays, c'est bien plus que pour l'Union européenne, pour qui ce taux est simplement de 15%. Tous ces droits de douane sont entrés en vigueur. Ils commencent à être appliqués à partir d'aujourd'hui. La décision est imminente. Elle doit tomber d'un instant à l'autre en France. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la loi du plomb. La juridiction doit dire plus exactement si le texte est conforme ou non à la Constitution et elle pourrait censurer la loi, c'est-à-dire la supprimer ou en tout cas en enlever des passages. La loi du plomb est pensée pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs, mais elle est très controversée. Elle fait polémique. Plus de 2 millions de Français et de Françaises ont signé une pétition pour demander le retrait du texte. Et les débats au Parlement ont été très difficiles. Résultat, des députés de la France insoumise, des écologistes, des communistes et des socialistes ont saisi ce fameux Conseil constitutionnel. Bonsoir Pauline Glaise. Bonsoir Diane. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce texte pour expliquer toutes ces polémiques? Expliquez-nous. Eh bien, l'un des points les plus controversés, discutés du texte, c'est le retour de l'acétamipride. L'acétamipride, c'est un pesticide interdit depuis 2018 en France. Avec le nouveau texte, les agriculteurs pourront dans certains cas demander une dérogation, une autorisation exceptionnelle. Les 2 premiers syndicats agricoles réclamaient cette mesure car ils s'inquiètent de la concurrence de sucre ou de noisettes importées de pays où l'acétamipride est autorisé. Mais le retour de ce néonicotinoïde, c'est-à-dire une classe de produits qui agit sur le système nerveux central des insectes, produit toxique pour les abeilles et qui présente des risques en cours d'évaluation pour la santé humaine, est décrié par scientifiques et médecins. Les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel jugent que la loi est contraire au principe de précaution. Ils considèrent également qu'il n'y a pas de définition juridique à l'une des conditions à cette dérogation, à savoir qu'une menace grave compromette la production agricole. Autre point de tension, Diane, l'article qui prévoit une présomption d'intérêt général majeur pour certains ouvrages de stockage d'eau. Ces bassines pensées pour faire des réserves d'eau et faciliter l'irrigation, l'arrosage, sont critiqués. Leurs détracteurs, leurs opposants leur reprochent d'accaparer les ressources en eau. Le recours vise aussi les mesures facilitant l'agrandissement ou la création de bâtiments d'élevage intensif et même plus intensif. Les élevages de poulets ou de cochons pourront accueillir un plus grand nombre de bêtes sans autorisation particulière. Par exemple, un poulailler ne devra demander une autorisation qu'à partir de 85 000 poulets contre 40 000 aujourd'hui. Lors d'une enquête publique, les réunions d'information pourront être remplacées par un lieu de réception en mairie. Les requérants, ceux qui ont déposé un recours, estiment que cela restreint la capacité du public à s'informer. Pauline Glaise du service environnement climat de RFI concernant cette loi du plomb. On attend d'un instant à l'autre la décision du Conseil constitutionnel. En attendant, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Vous pouvez le retrouver sur le site dédié.